Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Club de Lecture. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est le grand jour, c'était attendu depuis de longues années. Voici 13 ans que le pays n'avait plus organisé d'élections communales. Le signe indien, enfin vaincu, on peut le dire ainsi. Les Guinéens, plus de 5 millions d'électeurs, étaient attendus dans les urnes ce dimanche pour se choisir de nouveaux conseillers dans 342 circonscriptions électorales. La campagne électorale, qui n'a pas suscité un grand engouement, a été cependant émaillée par endroits par des accrochages parfois très violents, notamment à Koya et dans la ville de Conakry, d'une part entre militants de l'UFDG et ceux du RPG Arc-en-Ciel, et d'autre part entre militants de l'UFDG et ceux des NFD. Même si on n'a pas déploré de victimes humaines, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés à l'occasion donc de ces heures. Par ailleurs, il faut dire que la campagne électorale en vue de ces élections communales a été aussi marquée par une forte implication du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son principal opposant, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui sont descendus dans l'arène arpentant des villes et des localités pour soutenir leurs candidats. À cause de la disparité des moyens, on a peu ou pas vu les autres concurrents, notamment les candidats indépendants qui n'ont presque pas existé au cours de cette campagne électorale. Au-delà, ce qui a aussi marqué durant cette campagne, c'est le caractère parfois très violent et immonde de certains discours délivrés donc à l'occasion, sans parler du contenu des projets de société et de la vision portée par ceux qui aspirent à gouverner nos cités à l'issue du scrutin communal de ce dimanche communal du 4 février. On y consacre une large part de cette émission avec nos invités ici en plateau. Donc, voici le menu. Merci et bienvenue dans cette émission pour faire le débat sur ce plateau. Talibé Bari de la radio City FM et du journal La République. Talibé Bari, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, Abdoulaye Ba du quotidien électronique guinénews.org. Abdoulaye Ba, bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Ba, donc, qui signe son retour sur ce plateau et cela faisait un bout de temps qu'il ne fréquentait pas ce plateau. Mamadou Jean Baldé, le directeur de publication du journal L'Indépendant, qui signe aussi son retour. Bonsoir, M. Baldé. Oui, bonsoir. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara, du groupe Adafo Média, qui est avec nous sur ce plateau. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Bien, pour commencer, donc, avec vous, Talibé Bari, c'est le grand jour. Les Guinéens étaient aux urnes tout au long de la journée de ce dimanche. Et ils sont allés voter pour choisir de nouveaux conseillers donc, dans 342 communes urbaines et rurales. Qu'est-ce qu'on peut retenir surtout de la campagne électorale dont les derniers jours ont quand même été émaillés d'incidents par endroits? Vous avez tout à fait raison. Ces élections communales, les Guinéens les attendent depuis pratiquement 2010 parce que la dernière en date remonte à 2005. Et malheureusement, cette campagne électorale a eu ces deux facettes. D'abord, une campagne plus ou moins terne qui n'a pas eu le rythme et la rythmique qu'on connaît aux autres campagnes, par exemple l'élection présidentielle ou les élections législatives. Mais l'autre facette, c'est là beaucoup plus triste, ce sont ces incidents, ces accrochages qu'on a signalés de part et d'autre entre militants de différents partis, notamment entre militants du RPG et militants de l'UFDG. Il faut quand même, en comparant un peu ces incidents à ceux qu'on a connus par le passé, à l'occasion d'autres élections, on peut estimer que le mal a été plus ou moins circonscrit. Peut-être que cela tient justement au peu d'entrain, au peu d'engouement qu'on a noté chez les Guinéens par rapport à ces élections communales. C'est sûr que si c'était des élections d'un autre cran, c'est-à-dire les élections législatives et celles présidentielles, qu'on aurait assisté à beaucoup plus d'accrochages. Il faut noter aussi que pour ce qui est de ces élections communales, la campagne est incrustée dans 2 semaines. Alors que pour les autres élections, c'est pratiquement sur un mois. Donc tout cela a permis plus ou moins, certes, de connaître des incidents que nous regrettons, mais
moins grave, puisque vous rappeliez que cette fois-ci, fort heureusement, on n'a pas arrêté de cas de perte en vie humaine. Ouais. Mais ça pose aussi la question, Abdoulaye, de l'opérationnalisation de l'unité qui a été mise en place, l'unité chargée de la sécurisation de ces élections. On n'a pas vu de dispositif particulier déployé à l'occasion, par exemple, du retour du chef de file de l'opposition guinéenne il y a quelques jours à Conakry, retour qui a été donc émaillé d'incidents. Bon, moi je pense que... Comment peut-on expliquer ce retard à l'allumage dans le fonctionnement, l'opérationnalisation de cette unité chargée de la sécurisation des élections? C'est qu'avant même qu'on arrive à tirer les leçons sur tout le processus électoral, je pense que tous ces ratés que nous sommes en train de vivre, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation. Parce que quand vous prenez les candidats, Talibé le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu cet engouement populaire qu'on connaissait avant, comme les élections présidentielles de 2010, 2015 et les législatives de 2013. Mais ça, cela peut s'expliquer. Les élections locales ont été maintes fois annoncées, maintes fois reportées. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, quand vous prenez les candidats aussi, c'est comme si, dans la majorité des cas, les gens ne s'attendaient pas à ces élections. Donc, même quand la CENI a fixé la date du 4 février, donc les gens n'y croyaient pas. Donc, juste à la dernière minute, quand oui, c'est ça. C'est quand Alpha Condé même a annoncé son décret que les gens ont pris le temps de se préparer. Donc, il n'y a pas eu une préparation suffisante. C'est comme aussi la mise en place de cette unité spéciale de la sécurisation des élections. Parce que c'est vrai, Talibé parlait tout à l'heure de ces violences qu'on a connues, que ce soit à Koya ou bien hier sur la route de Le Prince. Je pense que si cette unité avait été mise en place à temps, et pour l'instant, on ignore même combien d'argent, non, on parle de 22 000, 22 400 ou 22 900. Donc, je pense qu'il y a une manne financière importante qui pourrait être dégagée pour sécuriser ces élections. Mais est-ce que les gens là aussi vont sortir cet argent-là maintenant? Peut-être même ils vont prendre le temps de se préparer, tout ça. L'idée du budget. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Mais je pense que tout ça, ça dénote une chose. C'est l'amateurisme qui caractérise nos élections qui ont souvent été organisées en Guinée. Que ce soit les présidentielles, que ce soit les législatives, à chaque fois, il y a des manqués, il y a des ratés. Malheureusement, on ne tire pas les leçons. Et puis, c'est les mêmes bourdes qu'on a enregistrées pendant les élections précédentes. Ce sont les mêmes bourdes aussi qu'on va revoir aussi pour ces élections locales. Ouais, mais M. Diambandé, un mot sur ces violences, mais aussi, Abdoulaye le rappelait, ces élections, peu de Guinéens finalement y croyaient à cause du fait qu'elles ont été plusieurs fois reportées. Est-ce que cela veut dire qu'il faut aussi quand même tirer un chapeau à cette équipe de la CENI dirigée par un nouveau président donc, qui a pris les rênes de l'institution au terme d'une crise qui a emporté finalement Bakary Fofana? Disons que ces élections, c'était devenu en quelque sorte un serpent de mer, plusieurs fois annoncé, et finalement, après 7 ans passés par les délégations spéciales qui comblaient le vide, vu que le mandat des maires est échu, donc qu'elle puisse se tenir maintenant, la CENI... Il fallait le faire. Dans les clous, elle avait promis. Moi, personnellement, je n'y croyais pas, mais finalement, ça s'est passé. Ça, c'est à saluer. Nous avons dorénavant des conseillers élus. C'est l'enjeu, en fait, de ce scrutin. L'enjeu principal, le renouvellement des conseillers, avoir des pouvoirs locaux, avoir des conseillers élus. Donc, il faut dire que la CENI a pu en quelque sorte sortir des sentiers battus, contrairement du temps de M. Bakary Fofana, même si c'est un peu la même équipe, il y a eu juste un peu de rafistolage, comme je peux le dire ainsi. Par rapport maintenant au cas de violence, vous savez que ces élections, disons la période de campagne a été surtout dominée par... en quelque sorte, un duel. C'était une sorte de duel entre les deux grands partis, le parti au pouvoir et
le parti l'UFDG de l'opposition. On a vu, par exemple, la cité teintée par un déferlement de vagues jaunes et partout, une administration qui a jeté toutes ses forces dans la bataille et avec les moyens que cela nécessite. On va y revenir tout à l'heure. Tout ça fait qu'il y avait de la passion, ça a déchaîné les passions et on a vu même des affrontements du côté des Koya le mardi et mercredi. Finalement, l'opposition qui nage toujours dans un psychodrame. Aussi, il y a eu le déchirement entre le NFD et l'UFDG du côté des COSA. Donc, ça fait qu'il y a eu de la tension dans l'air, des affrontements. Et cette force, la question, c'est de savoir à quoi va-t-elle servir, puisque depuis sa mise en place, on ne voit nulle part ces agents sur le terrain. Donc peut-être qu'elle sera juste chargée de suivre les urnes, le transport, de sécuriser les urnes après le vote ou le jour du vote. Bien. Mohamed, vous avez aussi le sentiment que la CENI version Kébé a réussi un exploit tout de même. Une meilleure gouvernance. Une meilleure gouvernance. Moi, je le résume ainsi. Et personnellement, je suis agréablement surpris. Parce que j'ai vu, observé ces commissaires-là pendant longtemps, dans d'autres contextes. Mais peut-être que cela cache un autre fait. C'est que cette fois-ci, il y avait une réelle volonté politique, en réalité, d'aller vers ces élections. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours l'absence de cette volonté politique-là qui a miné la CENI. Vous savez très bien que les crises, même à l'intérieur de la CENI, étaient très souvent télécommandées du palais Sékou Touré. C'est une réalité. Donc, au moins, à partir du moment où le chef de l'État s'est vraiment décidé à aller faire ces élections, parce qu'il fallait éviter sérieusement un glissement de date. Parce que ne l'oublions pas, il y aura probablement un glissement pour les élections législatives et ça, c'est compte tenu de la nouvelle loi électorale. Certainement, on va avoir peut-être un glissement de 2 mois environ. Donc, il fallait éviter des élections trop rapprochées. Cela aurait été extrêmement compliqué à gérer. Parce qu'il y a déjà... Et à financer aussi, hein, cela aurait été lourd à porter. Justement. Il faut rappeler que ces élections sont entièrement financées par le gouvernement et par le budget local. Absolument. Donc, il y a cela. Mais de l'autre côté, ne l'oublions pas, il ne s'agit pas d'une élection cette fois-ci. Il s'agit de 342 élections. Et ça peut aussi expliquer l'inefficacité justement des forces de sécurisation de ce processus. Parce qu'en amont, il n'y a pas eu de travail sérieux entre, si vous voulez, les services de sécurité, la CENI et l'administration du territoire, et puis les partis politiques et la société civile. Parce qu'il aurait fallu d'abord que les services de sécurité comprennent que le même dispositif ne pouvait pas fonctionner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dispositif tel qu'on l'a connu, qu'il a été en réalité reconduit, est obsolète face à la situation. Parce qu'en réalité, vous avez 342 petits gouvernements. Donc, 342, normalement, parce que ces forces-là relèvent, c'est vrai, du haut commandement de la gendarmerie, mais doivent être commandées, si vous voulez, sur le terrain, même pas les préfets, mais si vous voulez, par les sous-préfets et ainsi de suite. Donc, il fallait déjà penser à tout ce dispatching. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant, de l'autre côté, il y a un très grand risque de prévarication. Ça, attention, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et à mon avis, nous autres journalistes devons suivre. Parce qu'il y a un budget qui est dégagé pour le redéploiement de ces forces. Or, on le sait tous, ces forces n'ont pas été redéployées. Et le budget, c'est aussi par rapport au temps de déploiement. Donc, c'est quelque chose que nous devons suivre parce qu'on le sait, en Guinée, généralement, on ne ramène pas l'argent qui est déjà sorti. L'argent en Guinée, c'est comme de la dentifrice. Une fois que ça sort du tube, on ne le remet pas à l'intérieur. Donc, moi, quand même, je veux attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Maintenant, sur les discours de campagne, sur les violences, c'était prévisible. Moi, je me félicite même parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a eu moins de violence que ce à quoi on a l'habitude d'assister. Cependant, ces derniers temps, depuis 2 ans, le discours politique en Guinée devient abject. C'est une réalité. Et vous avez en face, mais principalement, moi je trouve que la faute en est à la justice, mais aussi à la société civile qui ne joue pas leur rôle. Ici, on a vu un député de l'UFDG se faire malmener et emprisonner. Parce qu'il a tenu un discours qui n'a pas plu, qui a été à l'époque blâmé par tout le monde, mais surtout par les autorités. Mais ce genre de discours, il y a des gens à la mouvance qui tiennent pire discours. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une fille, si vous voulez, de quelqu'un qui a été pendu sous Sékou Touré, donc il sait comment la haine
peut, si vous voulez, peut détruire une société qui se permet de tenir un discours encore plus haineux contre une fille de Sékou Touré qui n'avait rien à voir avec la gestion de son père, qui ne défend même pas les points de vue de son père, qui officiellement ne défend même pas les couleurs du parti de son père. J'aurais candidat indépendant. Voilà, j'aurais compris à la limite qu'elle attaque, qu'elle s'en prenne au PDG ou à Mohamed Touré, mais pas à Aminata Touré, qui est simplement une femme d'affaires et qui est soutenue par une plateforme de la société civile. Il ne faut pas l'oublier dans sa campagne. Donc, il n'a rien à y voir. Et de l'autre côté, c'est la société civile. Mais ça, ce n'est pas une surprise. On sait tous, elle s'est faite déjà aspirer et phagocyter par la mouvance et l'opposition. Donc, vous avez suivi au sujet de cette tentative de meurtre sur la présidente de la commission électorale indépendante préfectorale de Yomou. Alors, le président de la société civile a pensé tout de suite que c'était l'UFDG parce que c'est ce que le journaliste qu'il avait interviewé lui avait dit. Il a réagi. Mais après, quand on s'est rendu compte que c'était plutôt des gens proches du RPG, il n'y a plus eu de réaction. Et depuis, la société civile s'est racornie, s'est recroquevillée sur elle-même et ne dit plus rien. C'est cela, malheureusement, ce à quoi on a assisté. Ce n'est pas étonnant quand on voit que la société civile elle-même n'a pratiquement pas soutenu les candidatures indépendantes. Ce qu'on souhaitait, excepté bien entendu les femmes de la COFIC qui ont mis ensemble l'ensemble des femmes candidates. Par exemple, de Conakry, les ont encouragées à aller de l'avant et donc on tenté de les armer un peu plus. Oui, la COFIG, il faut le rappeler, qui a réveillé son concept de casse de veille, et également l'OCNOX aussi qui a lancé samedi une grande caravane, donc normalement qui devait mobiliser l'ensemble des candidats ici dans les 5 communes de Conakry. Au-delà de cette sortie de Mbali à laquelle faisait allusion Mohamed Mara, d'un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir des messages de campagne, de ce qui a été développé tout au long de cette campagne comme argumentaire commercial, on va le dire comme ça, pour charmer l'électorat, pour convaincre l'électorat sur le contenu des programmes de société. Je voudrais d'abord revenir sur le retard à l'allumage qu'on a connu par rapport à l'opérationnalisation de l'unité de sécurisation. Comme vous l'avez rappelé, ces élections sont exclusivement financées par l'État guinéen. Est-ce que c'est un déficit de moyens permettant à cette force d'être mise en place et d'être opérationnelle qui aurait pu expliquer... Ce qui peut être une excuse facile. Justement, c'est une question qu'il faut se poser parce que ces unités de sécurisation font partie maintenant de la tradition électorale en Guinée. On ne peut pas comprendre que ce n'est qu'à 72 heures donc, de ce scrutin qu'on annonce et opérationnalise une telle unité. L'autre aspect sur lequel, c'est par rapport... c'est par rapport... que la Guinée avait les moyens de les organiser. Justement, et il avait justement, on ne saurait donc comprendre. Non, s'il l'annonce, c'est qu'il en a les moyens. Justement, maintenant qu'on ne nous dise pas après qu'il n'y avait pas de moyens. On ne saurait donc comprendre que ce soit pour des raisons techniques ou pour des raisons financières, qu'une telle unité soit opérationnelle seulement 72 heures avant le scrutin. L'autre aspect, c'est par rapport à l'armada logistique qui a été déployée par le parti présidentiel. Or, ne me dites pas que le RPG a ces centaines de 4x4. Oui, mais le RPG arc-en-ciel a tous ces bombes d'essence. Ça veut dire que c'est puisé dans les caisses de l'État. Alors, on aurait pu donner ces moyens-là, justement. On va parler tout à l'heure de l'implication de l'administration. On ne peut comprendre. Ce n'est ni explicable, ni excusable. C'est ça la réalité. L'autre aspect, c'est la CENI. Il est vrai que Mara a souligné un aspect très important, c'est d'abord la volonté politique. Je rappelle que la CENI, avant même la présidentielle de 2015, se disait dans les dispositions d'organiser ces élections. Donc c'est la volonté politique qui a prévalu. La chose peut-être à l'actif de l'équipe Kébé, c'est le management, le tact et la méthode qui ont prévalu à la conduite du processus. Pendant ce processus. Maintenant, pour ce qui est... du contenu des discours, des projets des sociétés. Non, en fait, vous avez par exemple été associé à cette émission de campagne sur Espace et sur un réseau d'antennes. Qu'est-ce que vous avez retenu au sortir donc, de ces 2 semaines de programme qui a vu défiler en tout cas plusieurs candidats, notamment de la mouvance présidentielle? Est-ce qu'en gros on peut tirer quelque chose d'intéressant dans les projets de société? Pour ce qui est des projets de société, moi je suis
carrément resté sur ma faim. Parce que, comme le disait un des invités hier du dernier numéro, le jeune de Afia, c'était carrément du pareil au même, d'un candidat à un autre, d'un parti à un autre. En réalité, il n'y a pas de projet de société à l'échelle des communes, à l'échelle de la gouvernance à la base. On a pratiquement reproduit les programmes généraux des partis politiques au niveau des communes. Et donc, finalement, c'était, comme je l'ai dit, du copier-coller. Et par la suite, franchement, il y a même une part d'affabulation dans la communication de certains candidats quand on nous parle de smart commune. Mais bon Dieu, au lieu de nous parler... Non, justement, au lieu de nous parler d'une smart commune, parlez-nous d'abord d'une commune normale avant de parler d'une commune normale, parce que d'une commune plutôt intelligente, comme cela renvoie à cette histoire de smart commune. Je pense que il y avait de l'impréparation, non seulement par rapport au programme de société que ces candidats devaient vendre chacun à sa commune, mais aussi il y avait forcément, à mon avis, une sorte de clientélisme qui était trop, ce clientélisme était trop frappant de la part de certains candidats, au point que finalement, quand vous écoutez par exemple les candidats du RPG Arc-en-Ciel, pour la plupart sur la zone de Conakry, ils portent leur projet sur ce que le gouvernement a prévu en termes d'investissement, en termes de réalisation pour telle ou telle commune, pour tel ou tel quartier, en termes de réalisation d'infrastructures ici ou là à travers la capitale. Je pense que tout cela, ça ne fait pas sérieux. On ne peut pas à ce point demander ces élections et montrer un visage aussi misérabiliste que celui que les candidats ont présenté en gros, pendant qu'ils espéraient pourtant convaincre les citoyens de voter pour leur liste, alors que ces listes ne reposaient sur rien de concret en termes de propositions. En gros, l'occasion n'a pas été offerte aux Guinéens de voir clair dans le contenu de ces programmes de société, dans la vision même qui est portée par ces candidats qui, il faut le rappeler, se sont fait épauler pour la plupart par les grands leaders. On a vu une forte implication du chef de l'État qui a fait le tour de la Guinée forestière et une partie de la savane. On a vu aussi le chef de file de l'opposition descendre dans l'arène qui a fait la Moyenne Guinée, la Basse-Côte. Comment vous expliquez cette implication donc, de ces deux grands messieurs de l'échiquier politique national? Est-ce qu'on avait besoin de cela? Est-ce qu'on avait besoin donc de ce même clivage, de ce même duel, on va le dire comme ça, auquel on assiste depuis tout le temps dans le paysage politique guinéen? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser la possibilité aux candidats eux-mêmes de se défendre et de vendre leur projet de société? Juste pour les messages et puis pour répondre à la question, il y a un candidat, mais ça c'est pour amuser la galerie. Oui, un meeting, un candidat. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de plaisantins. Un candidat qui dit bon, moi si je suis élu, je vais procéder à la rénovation des morgues. Et quand on lui a et quand on lui a demandé oui, pourquoi, mais il a dit que c'est pour améliorer la condition des morts. Donc tout ça, c'est pas du tout... ça veut dire que quand vous prenez vous écoutez les discours, je jure... au moins les cimetières. Absolument. Oui. C'est-à-dire que quand vous écoutez le discours de ces candidats, ça veut dire que suffisamment, ils n'étaient pas du tout préparés. Parce que si vous n'avez pas... Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, permettez-moi de vous interrompre, parce que Mohamed était aussi avec nous dans cette émission de campagne, moi, c'est le manque de vision et le manque de stratégie pour surtout financer les soi-disant programmes qu'ils avaient dans leur besace. Oui, mais ça, c'est notre faute. Parce que nous-mêmes, médias, sommes laxistes. Nous oublions notre rôle sociétal, nous oublions qu'il nous appartient d'éclairer et d'éduquer nos populations. Lorsque nous cessons d'être exigeants avec le personnel politique, écoutez, notre population qui nous prend pour des modèles cesse de l'être. En réalité, les Guinéens ont cessé d'être exigeants quant à la gestion de ce qui est à eux.
c'est cela la leçon essentielle que moi je tire de ces élections-là. Vous parlez de vision, mais vous avez amené des plaisantins qui sont à la recherche de leur premier emploi. On en a vu beaucoup sur les listes. Ça, mais curieusement, j'ai trouvé que les candidats les plus intéressants étaient des jeunes et qui étaient sur des listes indépendantes et qui n'avaient même pas les moyens de se faire entendre. Moi, j'ai été par exemple bluffé par un jeune candidat, je crois que c'est du parti l'UFC, d'Aboubacar Silla, que j'ai écouté chez nos confrères de Lynx FM. Le jeune, il avait, si vous voulez, un avis sur tout, mais surtout, il quantifiait ce qu'il allait faire et il avait un planning. Et il prédisait déjà, il savait déjà quel serait le coût de chaque opération. Je l'ai suivi un peu sur son projet de mutuelle de santé, son projet de réforme du système éducatif qui allait, si vous voulez, donner un caractère mixte un peu aux écoles privées. Là, c'est un cas exceptionnel. Ce sont des cas exceptionnels. Vous avez vu Domani Doré, par exemple, aussi, qu'on a vu sur le terrain, qu'elle est directement au contact des populations et avec quelque chose à leur dire. Oui, mais sans oublier que Domani a par moment, donc... Non, mais des dérapages, on vient d'en parler, des dérapages. Ça, je ne suis pas en train de la défendre. Cédé donc à des voilà, des dérapages. C'est le risque lorsque vous allez directement au contact des populations. Vous avez des gens qui vous sont hostiles. C'est vrai que ça, c'est une faute politique. Parfois, vous devez faire en sorte quand même de gérer vos émotions. Mais attention, on avait des candidats comme Emmanuel Macron tombés, ou voire même comme il s'appelle Nicolas Sarkozy, pauvre con, racaille et tout ça. Ce sont des choses qui arrivent parfois aussi aux personnels durant la campagne. Mais le discours est d'une pauvreté mais sidérante parce que simplement nous avons cessé d'être exigeants. Secondo, parce que les gens ne savent pas en quoi consistent ces élections communales. Ce sont des élections de proximité. Et les gens ne savent même pas quel est le contenu de la loi. Absolument. Parce que quelles sont les attributions et les compétences, les domaines de compétences de ces communes, les gens ne le savent pas. C'est pour cela, vous pouvez entendre un candidat comme un ex-député, notamment Cheikh Ahmed Tidiane Traoré de Kaloum, qui vous dit que leur programme s'inscrit dans le cadre de Conakry Vision 2040, Absolument. qui est un projet national financé par des bailleurs de fonds étrangers qui n'a rien à voir avec, par exemple, la gestion des ordures, la gestion de la voirie, la gestion, si vous voulez, même des gares routières. Apparemment, il n'a rien compris. Absolument. Mais ça, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en tant que Guinéens exigeants. Et cela s'explique aussi, Abdoulaye, comme j'avais posé la question, par cette implication à un niveau assez important donc, du président de la République et du chef de file de l'opposition.